Bonsoir et bienvenue à tous pour cette soirée Alima annuelle. 200 millions de personnes vivent dans le monde dans des crises humanitaires. La moitié des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes qui meurent prématurément meurent dans des crises humanitaires. Ce sont souvent des gens très pauvres lorsqu'ils doivent affronter un choc, parfois des conflits, parfois des épidémies. Les systèmes de santé de leur pays sont trop fragiles pour pouvoir absorber leur choc. Ils n'ont dans ces cas-là plus accès aux soins ou à la vaccination. Les femmes enceintes ne trouvent plus de personnel médical pour suivre leur grossesse ou les aider quand un accouchement est difficile. Dans ces cas-là, souvent, les épidémies se multiplient et parfois, toutes ces conséquences se superposent les unes aux autres. Nous vous parlerons ce soir d'un certain nombre de contextes, des millions de personnes qui vivent au Sahel, là où nous sommes sur le terrain, des victimes du conflit entre Boko Haram et le gouvernement nigérian, des victimes du conflit en République centrafricaine, en RDC, ou encore des 700 000 personnes déplacées au Cameroun anglophone. Ces crises, souvent négligées, parce que ces populations ne présentent ni intérêt politique, ni intérêt économique, c'est là que les équipes Alima sont, sur le terrain. Parce qu'Alima, sa mission, son métier, c'est d'y apporter des soins pour éviter, malgré ces crises, qu'une surmortalité s'installe. Alima a été inventé il y a 11 ans, avec une idée simple, c'est améliorer l'aide médicale humanitaire, la rendre plus efficace, plus impactante et plus durable. Pour ça, nous avons analysé l'état et l'architecture du système de l'aide. Et nous avons construit un autre modèle de l'aide, basé sur 2 principes. Ça consiste premièrement à s'appuyer avant tout, essentiellement, sur le personnel local, les structures locales, leur donner les moyens de répondre à ces crises. Et puis ça consiste à amener les innovations médicales, technologiques, grâce à la recherche, auprès de ces personnes, ceux qui en ont le plus besoin. C'est ce modèle-là que nous allons vous présenter ce soir. Pour vous le présenter, il y aura des médecins de terrain qui ont l'habitude de soigner, qui vont venir vous raconter comment ils font, ce qu'ils font, leurs difficultés et leurs solutions, évidemment. Et puis il y aura des intervenants extérieurs que je remercie d'avoir participé, qui sont témoins de cet impact et de ce modèle. Par exemple, le docteur Valérie Bémot, qui est la directrice des urgences de la fondation Bill et Melinda Gates, qui nous rejoindra en direct depuis Seattle. La fondation est un partenaire important d'Alima, ou encore le professeur Yazdan Yazdanpana, qui est le chef de service d'infectiologie de l'hôpital Bichat et le responsable de l'initiative Reacting de l'INSERM, avec lequel nous menons de nombreux projets de recherche, par exemple sur les vaccins Ebola ou la fièvre de Lassa. Mais les humanitaires, c'est aussi vous qui êtes ici ce soir, grâce auquel nous pouvons faire ce que nous faisons. C'est grâce à votre générosité. Nous allons vous dire à quoi ça sert, quels sont nos besoins, vous montrer que votre aide, elle est concrète, elle va sur le terrain, elle est traçable, transparente, pour qu'on puisse préparer le futur. Grâce au fonds d'urgence, grâce à la formation des futurs leaders africains et grâce à la multiplication des projets de recherche. Pour faire tout ça, on a besoin de lever des fonds. On a donc constitué des équipes sur 3 continents, en Europe, en Afrique et aux États-Unis. Et ils vont maintenant me rejoindre sur la scène et je vais vous les présenter. Alors bonsoir. On a avec nous Tidjane Deme, qui est le coprésident du Comité Europe, qui est chez lui à Dakar, en duplex, avec Maji Sok. On a aux États-Unis Pierre Crémieux, qui est à Boston, qui est membre du conseil d'administration d'Alima USA, ancien président fondateur d'Alima USA. Et ici avec moi, Serge Morelli, qui est coprésident du Comité Europe. Je voudrais juste en profiter pour remercier avant tout les gens qui nous ont permis d'être ici. On est dans ce très beau studio, le studio Gabriel, que vous connaissez peut-être, qui nous a été mis gracieusement à disposition pour cette soirée. Et donc je remercie les équipes d'ANP qui ont rendu cela possible. On va commencer avec le comité en Afrique. Donc c'est Tidjane Deme, qui est membre de Partech Africa, un fonds d'investissement sur les nouvelles technologies en Afrique, et coprésident du Comité Europe. Et Maji, qui est la nouvelle présidente du Comité Afrique et par ailleurs directrice pour l'Afrique anglophone du cabinet de consultants d'Alberg. Tidjane, on est chez toi à Dakar, je te laisse la parole. Merci Augustin, bonsoir à tout le monde. Écoutez, bienvenue chez moi, bienvenue à Dakar. Je suis très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui. Je voudrais vous parler de tant de choses sur mon engagement auprès d'Alima pendant ces 4 dernières années, en tant que coprésident du comité de Paris auprès de mon ami Serge, en tant que coprésident du comité de Dakar avec Maji. Mais en fait, justement, j'ai aujourd'hui à mes côtés une voix beaucoup plus forte en la personne de Maji, coprésident du comité de Dakar. Alors, je voudrais lui laisser la parole. Maji, est-ce que tu peux nous parler de ton engagement auprès d'Alima ?
Merci beaucoup, Tidjane. Merci de nous accueillir chez toi à Partech, dans ces très beaux locaux. Bonsoir et merci à tous ceux qui nous rejoignent. On apprécie beaucoup le temps que vous allez passer avec nous. Alors moi, j'ai eu à connaître Halima pendant la crise Ebola et j'ai vu l'organisation activée sur le terrain en Afrique de l'Ouest. Et en plus, ils font de la recherche clinique. Alors ça, c'est rare, Tidjane, c'est très rare de voir ça dans des organisations. Donc, bravo Halima. Mais ce qui me touche aussi concernant Halima, c'est que c'est une organisation qui part de partenariat. Toutes les générations s'impliquent, les hommes, les femmes, toutes les nationalités, pour faire du bien, pour faire avancer le secteur de la santé en Afrique. Donc, pour que tout ça puisse se faire, pour que les Africains montrent qu'ils peuvent prendre en charge leur santé, c'est important pour nous de contribuer. Donc, je vous invite tous aujourd'hui à faire un don, à vous avancer, à vous impliquer et à donner tout ce que vous pouvez faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Madji. On va continuer, on va rejoindre Pierre Crémieux qui est à Boston. Pierre est un grand économiste, c'est le président d'Analysis Group et donc c'est avec lui qu'on a fondé Halima USA. Pierre, je te laisse la parole. Merci, thank you. So I'm going to speak in English since I'm in the US right now. Merci, Pierre, je vais parler en anglais. Alors pour moi, c'est assez simple. Alors je suis économiste, je suis statisticien aussi. Je veux faire en sorte que l'argent soit utilisé comme il se doit. C'est important donc de parler du développement de la santé, du développement économique, parce que sans ça, il n'y en a rien. Je pense qu'en Europe, vous avez tout compris aussi. En Amérique du Nord, on met un petit peu plus de temps à comprendre cela. Mais voilà, c'est important d'inclure tout le monde, notamment le continent africain. Alors, Halima, c'est exactement ce que mes collègues viennent de dire. C'est une bonne manière, le meilleur moyen d'apporter des services médicaux. Vas-y. Bon. Merci beaucoup Pierre. Et donc je suis ici avec Serge Morelli qui a fondé le Comité Europe de levée de fonds, l'ancien PDG d'AXA Assistance, patron de la stratégie médicale chez AXA. Serge, je te laisse la parole. Merci Augustin. Alors d'abord, pourquoi un tel engagement ? D'abord, je suis tombé dans la marmite du métier de l'urgence et en particulier de la médecine d'urgence pendant 10 ans en tant que PDG d'AXA Assistance. Et pendant cette période, cela m'a permis d'être aligné avec mes valeurs, aider, secourir, parfois sauver. Et à un moment donné de ma carrière, il m'a semblé important de prolonger cette action, de la prolonger en donnant aux autres. Et vous en conviendrez, finalement, l'ONG autour de la médecine humanitaire était une voie tout à fait naturelle. Donc j'ai rencontré les représentants d'Halima, dont Augustin à cette époque-là, et j'ai vraiment été séduit par leur modèle. Un modèle fait de pragmatisme, un modèle de partenariat qui inscrit son action dans la durée, et un modèle, comme l'a dit Majid, qui rapproche la recherche du clinique sur le terrain. Et je suis sûr que, tout comme moi, vous serez séduits par ce modèle à la fin de cette soirée. Donc c'est dans cet esprit-là que j'ai finalement accepté de coprésider avec mon ami Tidjane le comité Europe pour lever des fonds pour soutenir Halima. Alors maintenant, pourquoi donner ? C'est assez simple. Aujourd'hui, au-delà des bailleurs institutionnels tels que l'OMS, qui financent des projets qui sont structurés, prédéfinis, Halima a besoin d'argent pour financer ses projets propres. Et aujourd'hui, les équipes opérationnelles d'Halima, la direction générale, passent énormément de temps à arbitrer ces projets. Alors des arbitrages, on en connaît tous dans les entreprises dans lesquelles nous sommes. Ça fait partie de notre vie quotidienne. Mais dans le cas d'Halima, au bout de ces arbitrages, il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des hommes qui n'auront pas droit à un parcours de soins décent et respectueux. Et c'est en cela que c'est inacceptable, et c'est en cela que nous faisons appel à votre générosité. Alors, si tu me le permets, je voudrais conclure, Augustin, sur un message qui va lancer les dons. L'ensemble des membres des comités États-Unis, Afrique, Europe ont décidé de doubler tous les dons qui seront faits pendant cette soirée. C'est-à-dire votre don comptera double. Donc c'est maintenant, ça démarre maintenant, alors surtout n'hésitez pas. Merci beaucoup Serge et merci à tous les membres des comités pour leur grande générosité. On a 1 heure
pour tout vous dire. Une grosseur, il y a beaucoup de projets chez Alima, donc c'est compliqué de tenir ce timing. On n'est pas des professionnels de l'audiovisuel, donc je suis ravi d'accueillir Elé Azou, qui est une journaliste et qui va du coup piloter le reste de cette émission, et on se retrouve tout à l'heure, Elé. Merci Augustin, merci pour l'accueil. Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous accompagner pour donner la parole à ceux qui portent les actions d'Alima, ici à Paris, mais aussi, vous l'avez vu, un petit peu partout sur le terrain. Augustin vous l'a dit, 1 heure, un petit peu plus d'1 heure en réalité, c'est court, mais je pense que c'est suffisant pour vous convaincre, vous inciter à faire vos dons pour soutenir Alima, les nouveaux humanitaires. Regardez, voici la dernière campagne. Nous sommes comme vous, comme tous, uniques et pourtant unis. Comme vous, comme tous, parfois nous sommes vulnérables, parfois nous avons besoin d'aide. Et comme vous, comme tous, nous savons prendre soin des nôtres. Nous sommes des milliers de soignants et des millions de patients. Nous sommes les mains qui soignent et les esprits qui innovent. Nous sommes la réponse d'urgence et l'action de long terme. Nous sommes d'ici, donc nous savons aller là où personne ne va. Nous sommes nombreux et nous ne faisons qu'un. Désormais, c'est nous qui apportons l'aide humanitaire dans nos pays. Nous sommes Alima. Nous sommes les nouveaux humanitaires. Très belle campagne, ce qui ne gâche rien, des images fortes pour un engagement qui l'est tout autant. Le docteur Richard Cogent nous a rejoint pour justement parler d'engagement. Richard Cogent, vous êtes le président d'Alima, vous portez cette association depuis 5 ans et vous souhaitez vous adresser à tous ceux qui nous écoutent. Merci. Je suis vraiment content ce soir de vous avoir tous partout où vous êtes connectés. J'aimerais commencer par remercier tous les invités, mais aussi les membres du comité de campagne, les différents comités de campagne, États-Unis, Europe et Afrique. Ensemble, nous travaillons, nous intervenons depuis nos terrains et à apporter, à assurer les soins en riposte à des maladies de caractère épidémique, mais aussi à des conséquences de carences et des manques de nourriture, mais aussi nous travaillons à répondre à des conséquences des conflits, les conséquences des conflits armés, non seulement des conflits armés, mais de plus en plus aussi à des conséquences de dérèglement climatique. Ensemble, nous travaillons au niveau des sièges focusser sur les enjeux qui sont des enjeux, disons, des plaidoyers financiers, des plaidoyers techniques, des plaidoyers scientifiques, pour pouvoir garantir le support à toutes nos équipes qui courent en première ligne sur le terrain. Nous intervenons donc ensemble, tout le monde, mais aussi avec le support de nos donateurs pour pouvoir effectivement faire en sorte que ce support puisse produire des aides qui soient pertinentes et efficaces. Je me rappelle encore, au début de cette année, c'était en février, quand on recevait nos premiers patients Covid, bien soignés, malgré le contexte des fermetures de frontières. Ces soins ont été possibles grâce à notre modèle, qui est le modèle grâce au fait qu'on était là, nos équipes étaient sur le terrain et on était là, nos équipes ont toujours été là, ce qui a fait que c'était possible. Mais cela ne pouvait pas être de bonne qualité s'il n'y avait pas cette solidarité au-delà de ces équipes qui courent sur le terrain, s'il n'y avait pas de solidarité de nos donateurs qui sont toujours mobilisés à notre côté. Et donc,
pour moi, ces humanitaires, ces nouveaux humanitaires, c'est cette chaîne de solidarité, cet axe constitué par ceux qui sont sur le terrain, très mobilisés, mais aussi ceux qui sont à distance et qui apportent les outils nécessaires, qui se mobilisent pour apporter les ressources nécessaires, qui mettent des outils nécessaires pour que ces modèles, pour que ceux qui sont sur le terrain puissent produire réellement ces soins de qualité. Alors, Donc, docteur voilà. Richard, on va parler beaucoup d'efficacité, on va parler des actions sur le terrain, c'est normal, on va parler de cœur aussi, c'est important. J'aimerais savoir ce qui vous a le plus marqué sur le terrain, qu'est-ce qui vous donne envie de continuer aujourd'hui ? Ce qui me donne envie aujourd'hui de continuer, ce qui m'a toujours marqué, c'est le patient. Le patient, c'est les patients. Patient d'abord et toujours le patient. Les patients, c'est cette dame de 20 ans qui va décéder tout simplement parce qu'il n'y a pas de support technique nécessaire pour qu'il puisse survivre. Les patients, c'est cet enfant de 8 ans qui se présente avec une perforation intestinale, mais qu'on ne peut pas aider parce que les soignants qui sont expatriés doivent être évacués, les conditions de sécurité s'étant dégradées. Mais les patients, c'est cette patiente de 20 ans, affectée par Ebola, mais qui va s'en sortir tout simplement parce que les soignants décident de poursuivre la réanimation malgré les tirs croisés, tout simplement parce qu'ils sont de chez eux et qu'ils ne peuvent pas et qu'ils sont mobilisés pour pouvoir soutenir les leurs. Et donc, c'est ça, c'est le patient, et c'est ce qui me mobilise toujours pour pouvoir rester en course. Vous l'avez dit, c'est toujours une histoire de patience, c'est une histoire de soins, c'est une histoire de présence sur le terrain. On va continuer à en parler. Docteur Richard, je vous libère pour l'instant. Je vous laisse rejoindre le petit comité qu'on a constitué ici à Paris, dans le respect des règles sanitaires, bien évidemment. Et nous poursuivons en allant voir les équipes sur le terrain, et notamment à Dakar. Nous retrouvons Maurice Kyunju dans un instant. Mais tout d'abord, j'accueille Frédéric Lemoine. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Hélène. Merci d'être là avec nous. Avec vous, nous allons parler de chiffres. Alors Frédéric, vous êtes dirigeant d'entreprise, mais c'est en votre qualité de trésorier d'Alima et membre du conseil d'administration que vous allez vous exprimer ce soir. Racontez-nous, qu'est-ce que vous faites ? Écoutez, effectivement, en tant qu'homme d'entreprise, depuis 3 ans maintenant que je me suis engagé avec Alima, je suis très impressionné parce que c'est une formidable start-up humanitaire. Une start-up, souvent, ça prend un énorme besoin, et là on a un besoin immense, un besoin qui nous touche, qui nous motive, c'est les populations africaines dont Richard vient de parler, qui sont mal nourries, mal soignées, qui prennent de plein fouet les vagues des épidémies, des déplacements de population. Et face à ce besoin, comme les bonnes startups, Alima a trouvé une formule, la formule gagnante, et cette formule, c'est de faire alliance avec des acteurs de terrain, de mobiliser les énergies en Afrique, les compétences en Afrique qui existent. Et cette formule, elle a été incroyablement gagnante. Alima a cru de 20, de 30, de 40% par an depuis 11 ans. Et donc, d'une petite start-up, nous sommes devenus une grosse start-up. Nous avons aujourd'hui 80 millions d'euros de dépenses, 2000 personnes sur le terrain, 12 pays. Et bien sûr, nous allons continuer à progresser. Cette année, nous croissons de 30% sur l'année 2020. Et pour ça, il faut naturellement organiser les processus. Il faut faire en sorte que les finances suivent. Et c'est ça mon rôle en tant que trésorier pour le conseil d'administration, c'est de vérifier que les financements suivent, que les budgets de dépenses soient bien cadrés, bien organisés, que les financements qu'on prend, les engagements qu'on prend en face, on est capable de les délivrer, que les procédures soient rigoureuses. Vous savez, on est dans beaucoup de pays avec beaucoup de monnaies différentes. Nous sommes obligés de manier aussi beaucoup d'argent liquide. Tout ça, ça nécessite une très grande rigueur. Et je peux vous dire, pour avoir été dans les équipes dirigeantes de beaucoup d'entreprises internationales, avoir siégé dans des comités d'audit des sociétés du CAC 40, que vraiment, compte tenu des conditions de précarité et de difficultés d'opération, je crois qu'Alima est vraiment dans les meilleurs standards. Nous avons un comité d'audit des services financiers que je préside et qui s'appuie sur une équipe d'auditeurs internes qui vérifie toutes ces procédures. Et nous avons aussi les audits réalisés par les grands bailleurs internationaux qui donnent
quand même beaucoup de crédibilité à nos démarches. Tout ça, ça se fait avec les équipes en Afrique, comme pour l'opérationnel, les finances, c'est géré en Afrique par une équipe basée à Dakar, dirigée par Thomas Bounamo et Maurice Kyungu. Et Dakar, d'ailleurs, qu'on va rejoindre à l'instant. Je vois que ça vous anime, hein. Vous êtes levé pour dire à quel point c'était important pour vous. On se tourne donc vers Dakar. Bonjour à tous là-bas au Sénégal. Vous avez bien de la chance d'être au chaud. J'ai une question pour vous, Maurice Kyungu. Maurice, vous êtes responsable des finances opérationnelles ici chez Alima. Et vous allez nous parler de votre quotidien en images. Merci beaucoup, Elie, pour la parole. Merci à Frédéric pour cette belle introduction. Avant de commencer, faisons d'abord un petit zoom sur l'évolution du budget Alima. Et pour montrer cela, nous sommes partis de 3 dernières années. Tout ça pour essayer de vous montrer comment est-ce que les finances de Alima sont en croissance exponentielle. Chaque année, si on compare une année à une autre, c'est vraiment une croissance de plus de 30%. Et cela, c'est grâce à vous les donateurs, c'est grâce à nos bailleurs de fonds qui nous font confiance et qui nous donnent encore beaucoup d'argent d'année en année. Et c'est parce que Alima fait de belles OP. Pourquoi? Alors maintenant, pour parler de la campagne Transformer la médecine humanitaire, avec ces 3 comités de campagne qui sont basés aux États-Unis, en Europe et en Afrique, et qui nous appuient dans la collecte de fonds pour arriver à pouvoir couvrir les différents besoins humanitaires. Alors, les 3 fonds qu'on recrute, qu'on collecte, pourquoi on les collecte? C'est d'abord pour répondre à des besoins prioritaires qui ne sont pas couverts par les bailleurs de fonds. Comme vous le savez, les fonds des bailleurs de fonds sont fléchés. Et du coup, on a besoin d'avoir des fonds parallèles pour essayer de pouvoir répondre à ce besoin-là. En plus de ça, donc, une partie de fonds permet à pouvoir répondre aux besoins d'urgence, parce qu'on doit être à mesure de pouvoir se déployer une fois que l'urgence est déclenchée. Nous devons être à mesure de pouvoir nous déployer dans les 48 heures et apporter quand même une aide, un appui à la population qui est en détresse. Une partie de fonds nous permet également de pouvoir financer des projets de recherche et des innovations. Et aussi de pouvoir financer des formations pour les nouveaux talents humanitaires. Slide. Et donc, pour passer maintenant au bilan de 2020, comme vous allez le remarquer sur le slide qui s'affiche devant vous, c'est plus de 2,7 millions d'euros qui ont été collectés au 31 octobre 2020. Ces chiffres sont encore préliminaires. C'est sûr que le rapport détaillé vous sera présenté en début d'année 2021 et leur utilisation. Alors, à quoi ça a servi ce fonds? Ce fonds a servi de pouvoir répondre d'abord à la grande urgence Covid-19. Plus de 1,4 million a été collecté dans le cadre de la Covid-19. Et du coup, grâce à ce fonds, Alima a pu maintenir ses 42 projets sur le terrain. Il a pu ouvrir des centres de traitement et plus de 1000 lits ont été ouverts, ont été mis en place sur les différents pays d'intervention d'Alima. Il y a eu plus de 600 concentrateurs d'oxygène qui ont été déployés dans nos pays d'intervention pour subvenir aux besoins de populations qui étaient en détresse respiratoire. Et il y avait plus de 400 oxymètres de pouls qui ont été déployés dans les différents pays d'intervention. Plus concrètement, donc c'est 6000 patients qui ont été... C'est plus de 2 projets de recherche qui a été mis en place. C'est 5000 personnes qui ont été formées dans le PCIME grâce à des fonds de Covid. Ces fonds n'ont pas servi seulement à répondre à l'urgence Covid, mais aussi à l'urgence d'ouverture de nouveaux projets. Plus de 700 000 personnes, des déplacés internes et des réfugiés en détresse au Cameroun, une crise qui est oubliée.
Mais grâce à ce fonds d'urgence, nous avons pu ouvrir dans l'extrême nord Cameroun un projet. Et c'est pour moi l'occasion de pouvoir dire merci à la Fondation Shapiro qui nous a suivis dans ce cadre-là. Slide. Alors, ce n'est pas seulement les urgences, c'est aussi la mise en place de projets de recherche. Nous avons par exemple le projet Optima qui est mis en place au Congo, au Niger, au Mali, et dont Dr Suzanne va pouvoir vous développer plus en détail à la fin dans les slides qui suivent. Ce n'est pas seulement les projets d'urgence, mais aussi les formations de nos futurs cadres humanitaires. Donc, on a cofinancé les diplômants qui sont en train de poursuivre ces études. Et ça, c'est pour 140 000 euros qui ont été mobilisés et affectés là. Donc voilà, pour le besoin futur, je remets la parole à Frédéric qui pourra donner plus de détails. Merci. Merci beaucoup Maurice pour toutes ces précisions. Frédéric, rapidement, parce qu'on a énormément de choses à dérouler dans l'heure et demie qui vient, quelles sont les priorités pour 2021 ? Je voudrais juste insister sur l'importance de ces fonds. Ils font de la recherche, de la formation, de l'action d'urgence. En soi, on vous a donné des exemples, il y en a beaucoup d'autres qui sont très utiles, mais ils sont très utiles aussi pour nous rendre plus crédibles vis-à-vis de nos bailleurs de fonds, par rapport aussi aux gouvernements locaux. Ils nous permettent de bâtir une vraie infrastructure et de faire levier et de nous permettre d'avoir d'autant plus d'efficacité en répondant aux appels d'offres internationaux. Et donc en aidant ces fonds, que les bailleurs de fonds internationaux ne peuvent pas aider statutairement, en aidant ces fonds, par votre générosité, vous aidez tout à Lima, au-delà même des projets de formation, de recherche et d'urgence. Les équipes soignantes, les patients africains ont besoin de nous, ils ont besoin de vous. Merci de votre générosité. Merci beaucoup, merci à vous Frédéric, merci à tous les deux, merci à Maurice. Nous allons maintenant aborder ce qui fait la singularité d'Alima sur le terrain, c'est son implication, son implantation locale. Regardez. Et pour comprendre les besoins, apporter les bonnes réponses, il faut cette réalité du terrain. On va donc repartir à Dakar, retrouver Sylvain Cherkaoui. Bonsoir Sylvain. Vous êtes photojournaliste indépendant. Vous avez publié dans de nombreuses publications prestigieuses, notamment le New York Times ou Le Monde, ici en France. Sylvain, vous avez choisi 4 photos qui, pour vous, incarnent le modèle Alima. On les regarde avec vous. Est-ce que vous nous entendez, Sylvain ? Oui, je vous entends. Alors je voulais vous... Vous avez prévu 4 photos pour nous, des photos qui sont représentatives d'Alima. Voilà, c'est ça. Donc, je voulais vous présenter la première photo. Déjà, merci pour l'invitation et pour la présentation. Donc, est-ce qu'on pourrait voir la première photo ? Bon, c'est pas celle-ci, mais là, on est dans le centre de traitement de Ebola en Guinée. Voilà, c'est celle-ci, voilà. Donc là, on est aussi en Guinée, on est en 2014, c'est un centre de traitement Ebola. Et cette femme-là qu'on voit assise sur le brancard, c'est Kouoma. Elle vient d'être admise dans le centre. Elle est malade, c'est pour ça qu'elle est assise, elle ne peut même pas se lever. Mais elle tenait à voir son enfant, qu'on voit de dos là, c'est Moussa, il a 7 mois. Donc avec le personnel sanitaire, ils ont trouvé une solution pour, tout en respectant les règles de sécurité, pour faire en sorte qu'elle puisse être rassurée et voir qu'on s'occupait de son enfant. Donc c'est aussi ça, aussi les centres de traitement. Il faut avoir ce côté humain et pouvoir faire en sorte que les patients puissent être tranquilles pour pouvoir être pris en charge. Donc on peut passer à la photo suivante. Donc là, on est aussi dans le centre de traitement Ebola en Guinée. Et ce sourire-là, c'est le sourire de Vani. Elle a 40 ans. C'est la première patiente qui sort du centre de traitement. Alors moi, je suis à l'intérieur aussi du centre de la zone rouge, donc je suis vêtu comme cet infirmier qu'on voit à gauche. Et c'était très rare de pouvoir rentrer à l'intérieur comme ça, parce que c'est très contraignant pour faire des photos. Et cette Vani, déjà, quand elle était patiente et malade, elle était déjà très souriante, très courageuse. Mais quand elle est sortie, là, c'était vraiment la joie dans tout le centre, aussi bien pour les patients que pour le personnel soignant. C'était vraiment un synonyme d'espoir et le fruit de tout un travail de plusieurs semaines entre l'installation et la prise en charge des premiers patients.
Donc on peut passer à la photo suivante. Ici, on fait un bond, là on est en RDC, au Congo, dans le Katanga. C'est une zone vraiment très enclavée. Et on voit Mireille, la mère, avec son enfant Raphaël, il a 20 ans. Il est malnutri, mais c'est parce qu'il a la rougeole. Alors la rougeole, on n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas assez, parce que bon, en Occident, on soigne ça facilement, il y a des vaccins. Mais dans les zones reculées, enclavées comme ça, les gens meurent de la rougeole. Ils meurent plus que d'Ebola. Et ces personnes-là, cette mère-là, elle a fait 50 km pour pouvoir aller au centre de traitement. Donc Halima va dans ces zones-là, très compliquées. Je crois qu'il fallait 5 heures de route pour pouvoir atteindre cet endroit-là. Et si on n'y va pas, ben, simplement des personnes meurent tout simplement pour un traitement aussi simple que la rougeole. Donc voilà, pour moi, cette photo, elle était importante. Et cet enfant, grâce à Halima, peut s'en sortir. On peut passer à la 4e et dernière photo. Là, pour moi, cette photo représente vraiment le travail des nouveaux humanitaires d'Halima. Donc on voit le docteur Nafissatou. Elle est nigérienne, elle est basée à Dakar et elle est en mission au Tchad. C'est une mission de supervision. Mais à peine arrivée dans le centre de traitement, alors là c'est un traitement de pédiatrie pour les malnutris, elle a vu qu'il y avait cet enfant qui était en situation compliquée, en situation critique, et au lieu de donner des ordres, elle a retroussé ses manches, elle s'est mise à faire les premiers soins en montrant l'exemple au personnel de santé qu'il y avait sur place. Moi, ce que j'aimais, c'est vraiment ce côté terrain, à la fois théorique, parce qu'il y a des formations, on est là pour superviser et pour appuyer le personnel local, les soignants locaux, mais voilà, elle était là aussi, pas simplement pour donner des ordres et pour enseigner, mais aussi pour montrer en pratique comment on pouvait faire. C'est quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup touché à l'époque. Donc voilà, bon, c'est terminé pour mon intervention. Et merci. Je vous remercie. Merci beaucoup Sylvain, merci d'avoir partagé ces images qui nous permettent de voir la réalité du terrain au-delà des chiffres qu'on a évoqués tout à l'heure. Et vous avez servi donc de témoin du rôle d'Halima au quotidien sur le terrain. Nous avons parlé de la spécificité du modèle d'Halima. Il faut savoir qu'il se différencie réellement des pratiques humanitaires habituelles. Et on va rentrer un petit peu plus en détail sur ce sujet. Je vais me tourner vers le docteur Valérie Bémot, qui est avec nous depuis Seattle. Docteur Bémot, vous dirigez les programmes de réponse en urgence de la Fondation Bill et Melinda Gates. Pourquoi est-ce que vous soutenez aujourd'hui le modèle Halima et qu'est-ce qui le distingue, qu'est-ce qui le rend spécifique selon vous? Merci de l'invitation. À la Fondation Bill et Melinda, comme vous savez, nous on travaille vraiment sur le développement et l'urgence, mais nous on considère que nous on ne fait pas le travail, on travaille en partenariat parce que nous on n'implémente pas et on travaille avec les partenaires qui sont sur place. Et une des choses, et Halima est un des partenaires privilégiés pour nous, et une des choses qui est importante, c'est la proximité d'Halima. La proximité du terrain, mais aussi le suivi des formalités. Parce qu'en tant que fondation, on a besoin d'une rigueur et on a besoin de différentes formalités qui le font. Mais Halima a l'avantage qu'ils sont prêts, ils ont une diversité. Et pour moi, une chose qui est vraiment importante, c'est le fait qu'il faudrait qu'il y ait des soignants, des personnels qui connaissent la réalité sur le terrain, qui se rapprochent des gens, qui peuvent avoir les gens. Et quand vous savez qu'en urgence, il faut faire du travail très rapide, il faut pouvoir débourser de l'argent et le faire rapidement, on ne peut pas réinventer. Il faut pouvoir avoir des gens qui s'y connaissent et qui sont prêts et qui sachent répondre. La deuxième chose, c'est que une des choses, c'est qu'on ne peut pas continuer à répondre de la même façon tout le temps, alors qu'il y a des moyens de faire différemment. Et une des choses que j'apprécie vraiment avec Halima, c'est ce côté innovatif. On continue à travailler, mais on sait qu'il faut prendre des risques, il faut changer. Il y a des choses, le monde évolue et nous tous on évolue. Mais une des choses, c'est que dans le secteur humanitaire, il y a très peu d'évolution et on continue à faire des choses il y a 20 ans, alors qu'il y a on pourrait transformer ça. Et ce côté innovatif, c'est vraiment important. Et une des choses qu'on demande à nos partenaires aussi, c'est la transparence. La transparence dans comment les fonds sont gérés, comment la réponse est faite. Et ça, on n'a jamais eu de problème. Et on a eu toujours une clarité de comment ces fonds
sont attribués, sont alloués. J'ai fait des visites, j'ai vu. Et par expérience, parce que j'ai travaillé sur le terrain avant d'être à la Fondation, je sais que ce modèle, binôme de terrain, mais aussi d'innovation, c'est très rare. Et ça ne se voit pas souvent, comme Madji l'a dit. C'est vraiment une importante. Il faut pouvoir lier cette recherche et cette proximité. Merci. Merci, docteur Valérie. Vous restez avec nous. Je vais poser une question analogue au docteur Moumouni Kinda, qui est avec nous depuis Dakar. Vous êtes le directeur des opérations d'Alima. Alors, pourquoi, selon vous, est-ce que cet angle local est si pertinent, si important? Et concrètement, c'est quoi ces partenariats? Je vous remercie, madame. Alors, pour ce côté local d'Alima, il faut dire qu'il est intéressant à plusieurs points, au moins à 3-4 points. Le premier élément, il s'agit bien évidemment de l'efficacité de l'aide humanitaire. Notamment, je prendrai un exemple par rapport à la rapidité de la délivrance de l'aide humanitaire. Pour prendre un exemple, en 2015, nous avons eu un coup d'État au Burkina Faso. Et en moins de 24 heures, nos équipes ont pu délivrer une aide humanitaire au niveau du principal hôpital de la capitale qui était bloqué, avec une non-délivrance de soins médicaux, avec bien évidemment des répercussions sur la population, avec des femmes qui évidemment décédaient avec des ruptures utérines, des enfants qui décédaient également par suite de défauts de soins médicaux. Alors, le deuxième élément le plus important pour moi, c'est le côté pérennisation de cette action humanitaire. Alors, nous travaillons avec des ONG locales dans différents pays depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et ce modèle, il se montre assez intéressant, puisque assez souvent, on a vu des ONG internationales qui, après l'action humanitaire, après leur départ, on voit qu'il y a comme une sorte de retour en fait à la case départ. Et donc le fait de travailler avec des ONG locales permet justement, même après départ d'Alima, de garder quand même un certain lien et de garder un certain niveau de délivrance de l'action humanitaire. Alors l'autre chose qui est assez intéressante aussi, c'est que ces ONG locales, pour travailler depuis une dizaine d'années avec Alima, développent des compétences, des capacités. Et aujourd'hui, je peux vous citer quelques ONG qui, grâce à cette interaction avec Alima, arrivent à lever, on va dire, des fonds avec des bailleurs de fonds pour justement mener d'autres actions humanitaires en dehors des projets communs que nous avons. Donc, c'est le cas, par exemple, d'Alerte Santé au Tchad et c'est également le cas de BFN, pour citer l'exemple du Niger. Alors, le troisième élément, il s'agit bien évidemment du côté acceptance et appropriation de l'action humanitaire par les populations et par, on va dire, les personnes que nous aidons sur le terrain. Alors, pour prendre un autre exemple, je dirais qu'un jour, un de nos chauffeurs au Niger nous a posé la question de savoir pourquoi il faut que ce soit un médecin ou alors un infirmier qui prenne le périmètre brachial en fait, de l'enfant pour déterminer s'il était malnutri ou pas. Alors, bien évidemment, ça nous a fait réfléchir. Et après cette question, on a mis en œuvre une recherche pour démontrer que la mère, le père ou tout autre accompagnant d'un enfant pouvait tout autant mesurer le périmètre brachial de l'enfant et déterminer s'il était bien portant, malnutri ou pas. Donc, c'est pour dire que le fait de travailler avec les populations, le fait de les écouter, nous permet justement d'avoir une action la plus adaptée aux besoins de ces populations-là. Alors, le quatrième élément que je pourrais citer, c'est bien évidemment l'association à la recherche. Une recherche, bien évidemment, qui s'appuie sur les besoins et les questions réelles de ces populations-là. C'est le cas, par exemple, j'ai parlé du PPMR, je pourrais aussi prendre l'exemple d'Ebola. Je vais rebondir sur ce que vous dites, docteur Moumouni. Je voudrais illustrer vos propos. Merci beaucoup pour cette présentation que vous nous faites. Je voudrais qu'on regarde ensemble un reportage qui est justement consacré à ces partenariats de terrain. On le regarde ensemble. When Alima was created in 2009, only 3% of international humanitarian funding was given directly to local organizations.
there was an urgent need to create a new model of intervention built around a partnership with local populations. Since then, this alliance of African doctors, local NGOs, and international actors has been working closely with communities, for them and with them. In 2020, 98% of Alima's teams come from the countries where we deliver medical aid, including 85% of senior management. 5 African NGOs are represented at the highest level of Alima's governance, as members of the board of directors. Alima fonde son board opératoire sur la base du partenariat et Alima valorise les organisations nationales dans la conduite de projets par rapport aux instances décisionnaires. Alima aussi renforce leur capacité en termes de formation. Mieux, Alima, par rapport à l'associatif, aujourd'hui, les membres associatifs partenaires sont élus membres du CA. Et pour moi, c'est le summum en cas du partenariat. To be as close as possible to our projects, Alima's operational headquarters is based in Dakar, Senegal. Its actions are conceived and carried out by local teams who are already in the field, as close as possible to patients. Because our medical teams are members of the communities they are helping, they are better accepted and can access places where few humanitarian actors have the capacity to go, and where the needs are the greatest. En travaillant aussi avec une ONG internationale, on l'a vu, il y a un renforcement de capacité, il y a un accompagnement technique, il y a aussi une mobilisation des fonds par rapport à certains bailleurs qui ne financent pas les ONG nationales. Et pour les populations, je pense que le fait de travailler ensemble avec eux, ça permet de prendre en compte leurs besoins, mais surtout d'assurer la pérennité des actions. Alima distinguishes itself from other international humanitarian aid organizations by ensuring that decision-making takes place at the local level and that it relies on the men and women who know and understand the needs on the ground. To build and grow its partnerships, Alima needs committed financial partners at its side. We need your help to contribute to the emergence of this new humanitarian model. Les partenariats, particularités impactantes du modèle Alima, on continue à en parler. Une troisième personne, un troisième témoin a rejoint la discussion en direct du Malawi. Bonjour, Marion Pécher. Vous êtes anthropologue et humanitaire, chef de mission chez Médecins sans frontières. Vous êtes l'auteur d'une étude de terrain sur justement ces partenariats avec les ONG locales. Cette implication des acteurs locaux, en quoi est-ce qu'elle change la donne selon vous ? Par rapport à les partenariats avec des ONG nationales existent, mais la différence entre ce que Alima a proposé quand elle s'est montée en 2009 et ce qu'on peut observer, ce qu'on a pu observer dans l'histoire du partenariat Nord-Sud entre les ONG du Nord et les ONG du Sud, c'est un modèle qui tente en permanence d'échapper aux modalités paternalistes de partenariat entre ONG du Nord et du Sud. Donc ça m'a particulièrement intéressée et j'ai mené cette enquête de terrain en 2016 pour en particulier regarder la collaboration entre BFN au Niger et Alima et observer l'efficacité opérationnelle qui reposait finalement sur la capacité opérationnelle d'Alima et la légitimité politique et légale de BFN et évidemment le cœur de leur intérêt commun, à savoir la médecine et la santé des populations, des femmes et des enfants en particulier. J'avoue que quand j'ai suivi Alima, je me suis intéressée à Alima depuis le tout début, depuis 2009, j'étais assez sidérée et très curieuse de voir une ONG se monter, une ONG humanitaire française se monter à une époque où d'autres ONG françaises mettaient la clé sous la porte ou fusionnaient entre elles pour pouvoir survivre. Donc c'est comme ça que j'en suis venue à m'intéresser à Alima à l'époque. Après, voilà, c'est été illustré par ce reportage et déjà dit un petit peu avant,
ce que je trouve vraiment d'intéressant et qui se confirme sur la durée dans le modèle Alima, c'est le fait d'aller chercher l'expertise là où elle est et de faire des alliances, de faire alliance avec ceux qui savent faire des choses qu'Alima n'a jamais fait pour repousser les limites de l'action humanitaire. Merci beaucoup Marion. Je vais laisser le mot de la fin sur ce thème au docteur Valérie. C'est une méthode de travail qui fait ses preuves, hein, réellement, être imbriqué comme ça avec les ONG en local. Oui, en fait, je pense qu'il y a tout le secteur humanitaire ces jours-ci parle de localisation, de changement de paradigme, mais on sait que le changement de paradigme ne viendra pas par juste un changement de financement, de changer de l'argent, de passer d'une main à une autre, mais c'est de vraiment mettre les gens au même pas, s'asseoir sur la même table. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est que les gens on parle des gens, on parle de l'Afrique, mais l'Afrique n'est pas assise à la table. L'Afrique fait partie du menu, mais ne fait pas partie des invités. Donc, je pense que Alima représente cette façon d'amener l'Afrique, les gens locaux, les partenariats locaux, d'être à la table, de composer le menu ensemble et probablement de le manger. C'est une façon de dire que l'importance de la décision, du partage des challenges et des défis qu'on a, mais aussi la façon pour eux de pouvoir contribuer parce qu'ils viennent avec une perspective différente, culturelle, transformationnelle et de proximité. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qui est important dans ce partenariat. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas un partenariat colon, c'est un partenariat de proximité et un partenariat de travail ensemble. Merci. Merci beaucoup, docteur Valérie. Merci également à Marion et à vous, docteur Moumouni. Alors après Seattle, Dakar, le Malawi, nous partons à Conakry, en Guinée-Conakry, sur le terrain pour retrouver le docteur Abdoul Bing. Vous êtes la coordonnatrice médicale des projets Alima en Guinée-Conakry. Alors avant ça, vous avez fait le Soudan du Sud, différents pays d'Afrique de l'Ouest, RDC, Tchad. Pourquoi cet engagement sur le terrain et quel est votre moteur ? Bonsoir à tout le monde. En fait, avant de donner le moteur en soi, c'est que moi j'ai rejoint les équipes Alima en 2014 sur l'urgence Ebola en Afrique de l'Ouest. Et en fait, étant un médecin urgentiste, il fallait que je réponde. Ça fait partie de mes rêves, ça fait partie des choses que j'aime bien faire. Et du coup, au fur et à mesure que j'évoluais avec les équipes Alima, j'ai été fascinée par le modèle Alima, en fait. J'ai aimé cette proximité avec laquelle agit Alima, cette proximité avec les patients, cette proximité avec les États africains avec lesquels ils travaillent, en collaboration, cette recherche de partenariat, de collaboration permanente avec les ONG nationales. Et voilà quoi. Et ce modèle-là m'a beaucoup fascinée. Et depuis 2014, quand j'ai adhéré à Alima, je ne suis plus partie en fait. J'ai fait de cette lutte la mienne. Et en plus, chez Alima, c'est pas seulement soigner les malades en fait. Il y a de la recherche comme tous les prédécesseurs l'ont signalé. Moi, je suis un médecin terrain. Et à un moment, il nous arrive de donner un traitement à un patient. Et le traitement, il est classique, mais au bout d'un temps, il n'y a aucune évolution. Et alors, qui est une ONG comme Alima qui songe à vite améliorer la qualité de soins, à vite mener des recherches pour savoir comment on peut améliorer nos diagnostics, comment on peut traiter au mieux nos personnes vulnérables. C'est vraiment, ça sort du classique des ONG. Alors, c'est tout ça qui m'a fascinée et a fait de moi un fidèle à l'ONG Alima, en fait. Alors, nous avons beaucoup de femmes avec nous ce soir, mais je vais vous poser la question à vous. Est-ce que la femme joue un rôle essentiel sur le terrain ? La femme, elle joue un rôle très essentiel. Déjà, dans nos différents pays dans lesquels nous intervenons avec Alima, qui sont des pays majoritairement à conflit, la majorité de nos bénéficiaires sont des femmes qui sont abandonnées à leur sort,
des femmes qui sont abandonnées par leur mari, qui sont parties en guerre, en fait. Des femmes qui se retrouvent avec des enfants, qui se retrouvent avec la charge de la famille. Et elles jouent ce rôle-là parce qu'elles doivent couvrir les besoins de la famille. Et entre-temps, ce sont ces femmes-là qui sont avec les patients, qui sont en fait, au cœur même des activités à l'IMA. C'est la femme. Et le rôle important que joue cette femme-là, c'est déjà s'occuper de son enfant malade, s'occuper de toute la famille malade. Et nous, en tant qu'humanitaires, nous essayons chaque fois de mettre la femme au centre de toutes nos activités. Et déjà même avec Alima, on remarque que la ratio des femmes, elle est en train de monter de plus en plus, ce qui est une bonne chose de voir des femmes humanitaires dans le monde. Mais aussi, nous sommes en Afrique et vous savez qu'il y a trop de challenges avec la femme. Être une femme en Afrique, c'est pas du tout facile. Et à un moment, elle ne peut pas décider sur son sort. Même pour aller à l'hôpital consulter, elle doit avoir peut-être l'autorisation de son mari. De son mari ou d'un homme dans son entourage. J'aurais adoré poursuivre cette discussion avec vous, Dr Abdoul. C'est un sujet pertinent et très important. Mais malheureusement, comme vous le savez, on a énormément de personnes à qui nous souhaitons donner la parole. Donc je vais devoir clore cette session. Et puis sur cette question, donc, je vais donner la parole au docteur Moumouni pour conclure, s'il vous plaît. Oui, merci. Alors, je vous demanderai de soutenir Alima parce qu'avec la crise Covid-19, le modèle Alima a montré en fait son importance. Donc, nous avons pu mener des activités pendant que d'autres ONG en fait étaient clouées au sol. Et je vous demande de soutenir cette ONG-là qui a 95% de ses employés, de ses collaborateurs qui viennent des pays d'intervention et qui fait une réalité la coopération nord-sud et aussi sud-sud. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Moumouni. Alors, l'objectif de cette soirée, c'est de vous présenter, bien sûr, les actions Alima, mais aussi et avant tout appeler à vos dons pour continuer le travail sur le terrain. Donc, je vais céder la parole à Serge, Tidjane, Madji et Pierre. C'est le moment de faire un point sur la levée de fonds. Alors, est-ce qu'on a un point sur la levée de fonds ? Nous tentons de rejoindre Tidjane à Dakar. Je suis là. Ça y est, on vous retrouve. Allez-y, on vous écoute. Alors, le temps d'enlever mon masque pour respecter les procédures Covid. Ce que je voulais dire, c'est que la jauge a avancé. Nous voyons de très beaux résultats. Nous sommes à 102 000, si je lis très bien. Et alors, je voudrais vous annoncer que les 3 comités réunis ici à Dakar, à Paris et à New York vont donc matcher ce qui a été donné jusque-là. Donc, c'est 102 000 que vous avez donné. C'est réellement 204 000 €. Merci beaucoup. Et nous allons continuer le matching encore pendant le reste de la soirée. Alors, continuez. Nous avons besoin de vos dons. Voilà, merci pour la jauge. 204 000, merci. Et bravo à tout le monde. C'est formidable. Continuons. Nous allons le continuer pour le reste de la soirée. À vous, Hélène. Merci beaucoup. Donc, on l'a vu, un compteur qui grimpe. Merci pour vos dons. Continuez à contribuer. La soirée n'est pas terminée. Des contributions qui financent et qui participent à transformer durablement les méthodes de soins au plus près des patients. Et pour cette prochaine séquence, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Yazdan Pana ainsi que le docteur Rodrigue Alitanouf ici à Paris et le docteur Susan Shepherd à New York. Bonjour à tous les trois, bonsoir. Je vais commencer par vous, professeur Yazdan Pana. Vous êtes chef des services des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat. Vous êtes membre du conseil scientifique Covid-19 du gouvernement français et membre du conseil scientifique d'Alima. En quoi est-ce que la recherche de terrain est essentielle à toute réponse épidémiologique ? Oui, bonsoir. Malheureusement, il y a de plus en plus d'épidémies et de
Et là, on a assisté à une pandémie très importante. Alors, ce n'est pas malheureusement un hasard. Hein. Il y a un certain nombre de phénomènes dans notre société, la manière dont l'homme vit avec sa société, le mouvement des populations ont fait que la fréquence des épidémies, et malheureusement cette pandémie, a augmenté avec le temps. Si on regarde depuis 2013, on a eu l'épidémie de chikungunya en Amérique latine et en Amérique du Sud. On a eu dans 2014-2015 l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. De nouveau en 2015 l'épidémie de Zika en Amérique latine et en Amérique du Sud. En 2018 l'épidémie d'Ebola en RDC et enfin cette épidémie de Covid. La fréquence a augmenté. Et pour lutter contre une pandémie, comme on l'a vu, pour lutter contre les épidémies, la recherche fait partie de la réponse. On n'a pas de traitement, on n'a pas de vaccin dans un certain nombre de ces épidémies. Il faut essayer de mettre en place des stratégies de diagnostic, et tout ça, c'est la recherche, la réponse. Et c'est la recherche notamment opérationnelle. Et on s'est rendu compte en 2014-2015 que cette recherche doit être faite auprès de terrain, sur le terrain, avec la communauté, avec les ONG, et notamment on a beaucoup parlé des ONG au niveau national. Il faut le faire avec eux, cette recherche-là. Et c'est vrai que nous, un certain nombre d'institutions de recherche, on a fait cette recherche avec les ONG, avec Alima en particulier. On a beaucoup parlé de modèle Alima qui nous a permis de faire cette recherche dans le terrain avec les populations. Et notamment autour de vaccins de l'Ebola en Guinée-Conakry, qu'on a évoqué en RDC, autour de traitements. Alima a travaillé aussi avec NIH, notamment sur un traitement d'Ebola, avec une recherche qui était vraiment productive. Et c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. C'est un modèle qu'il faut vraiment renouveler. Et pour faire cette recherche-là, il faut être préparé. Et donc, et je vais vraiment souligner ça, il faut travailler sur la formation de la recherche. Et ça aussi, c'est quelque chose que Alima a commencé pour essayer de préparer les infrastructures de la recherche, la formation du personnel à la recherche. Et ça a été extrêmement utile autour de l'épidémie actuelle de la Covid. Oui, merci, professeur Iyas Zampana. Et on y pense peu, mais la recherche est essentielle aussi pendant les crises humanitaires. Regardez ce reportage que nous avons préparé pour vous. During humanitarian crises, the number of people in need increases abruptly. All too often, health workers do not have the right tools. Treatment is not adapted, and health services quickly become overwhelmed. This scenario, which in recent times has become common all around the globe, is Alima's everyday reality. It is during such times that medical research can make a difference. This mostly takes place in more developed countries, far from the emergency contexts where the needs are the greatest. Only 2% of the world's clinical trials are conducted in Africa. With its unique model, Alima puts research and innovation at the heart of its humanitarian response by combining the expertise of the world's best researchers with the knowledge of humanitarian medical experts from the field. Since 2009, Alima has conducted more than 30 research projects, including 2 identified Ebola treatments, a simplified protocol for managing malnutrition, and research for treating Lassa fever. Alima has demonstrated that it is possible to carry out high-level research in highly complex humanitarian crises. Il faut le dire, on a pu donner des garanties, des qualités pour que une telle étude s'efface en Afrique sud-Sahara, en contexte de guerre. Nous tenons et nous tiendrons toujours, pour nous à Lima, que des études s'effacent, parce que ça change la qualité des soins, ça change la vie des soignants. Despite enormous needs, we lack the means to conduct new research. This is why Alima
has created a research and innovation fund. We aim to raise 3 million euros to launch 15 new research projects on emerging and neglected diseases. We need your support to transform humanitarian medicine. Voilà, nous continuons à avoir besoin de vos dons. Nous poursuivons notre appel aux dons tout au long de cette soirée. Bonjour, Dr Shepard. Vous êtes pédiatre et experte nutrition chez Alima. Vous êtes en direct de New York. Merci d'être avec nous. Cette recherche sur le terrain, elle a une visée qui est très concrète. C'est une médecine de tous les jours et elle doit répondre aux besoins des patients, parfois dans des configurations qui sont très complexes. Oui, merci Ellie pour la parole. Bonsoir, bonjour à tout le monde. C'est ce que je voudrais marquer. Donc, Yazdan a beaucoup parlé de tout ce qui est ponctuel, épidémie, mais notre réalité, c'est la médecine de tous les jours. Donc, Alima, on est une organisation humanitaire, mais on est avant tout les médicaux, les médecins, les infirmières qui soignent, et on soigne en général les problèmes au quotidien. Et on est constamment face à des défis de donner des soins, comme on dit, de qualité, de bien faire la médecine, mais dans des circonstances extrêmement difficiles et souvent devant des problématiques qui ont reçu très peu d'attention. D'où, durant cette soirée, on a beaucoup entendu les mots innovation, transformation, mais au cœur de cela, tout cela est basé sur la recherche. C'est des questions qui naissent du terrain, qui sont formulées hypothèses. On est aussi non seulement des médecins, mais on est des scientifiques. Et on veut tester, on veut être sûr que nos idées, nos hypothèses valent ce qu'elles valent, sont valables. Et tout cela, c'est comme ça qu'on arrive à développer des stratégies de simplification de la malnutrition, mais qui est toujours un processus en cours, et pour laquelle on a encore énormément besoin de fonds pour soutenir cette recherche, pour pouvoir produire la recherche, les articles de qualité qui vont finalement servir à transformer non seulement nos pratiques, mais les pratiques d'autres ONG et voire des ministères. On a beaucoup parlé de partenariats, mais je dirais nos partenariats essentiels, c'est avec les ministères de santé avec qui nous montons des projets de recherche et avec les groupes académiques, soit en France, soit au Canada, qui nous accompagnent pour assurer que nous sommes en train de monter des projets de recherche de meilleure qualité. Et comment est-ce que Alima concrètement répond à la dimension opérationnelle de cette recherche sur le terrain ? Concrètement, vous avez Dr Rodrigue en face de vous. Concrètement, ça veut dire que nous avons nos collègues terrain qui sont investis, qui comprennent aussi, qui partagent entièrement cette volonté d'avancer et qui investissent sur le terrain pour donner le soin, l'attention aux détails nécessaires, justement que pour ces projets soient bien assises et bien menés. Et nous venons de conclure un projet dans le fin fond du Kasaï en RDC, dont Dr Rodrigue était à l'origine, et qui, je pense, dans quelques mois, va vraiment commencer à faire beaucoup de bruit autour d'elle. Merci Donc beaucoup. c'est grâce à notre personnel. Merci beaucoup, Dr Suzanne. Et justement, je vais me tourner vers vous, Dr Rodrigue Alitanou. Vous êtes coordinateur médical. Quand et comment est-ce que vous avez rejoint l'aventure Alima ? Merci pour la parole. Je dirais que ma rencontre avec Alima a été faite de façon inattendue et tout à fait naturelle. Je travaillais dans le système de santé dans un pays du Sahel quand j'ai eu l'opportunité de prendre connaissance des activités de Alima. Et dans l'immédiat, j'ai été séduit par le modèle qu'on me présentait. Et parce que ce qu'on faisait jusque-là avec les autres organisations, c'était un modus operandi qui verticalisait totalement le système de santé qui existe dans les pays. Et par là, franchement, je me dis que c'était l'opportunité d'être utile, de changer les choses. Parce que comme le disait un leader africain,
l'aide qui ne permet pas, n'est-ce pas, de se passer de l'aide est inutile, voire à rejeter. Et vous conviendrez avec moi que le modèle Halima qui allie à la fois priorité, n'est-ce pas, aux patients et l'étroite collaboration avec les systèmes de santé, le système local existant était venu vraiment à point nommé. Et nous, on a pris vraiment la résolution, on a fait le libre choix de rejoindre la dynamique. Et c'est comme ça que j'ai pu rejoindre Halima depuis 10 ans. Et nous restons tout aussi motivés depuis le début jusque-là, parce que les résultats sont là. Eh bien, vous connaissez très bien le docteur Shepherd. Vous avez travaillé à ses côtés dans le cadre d'un projet, le projet Optima, qui visait à transformer les pratiques à l'échelle globale en partant d'une recherche terrain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Effectivement, avec Dr Suzanne, on fait de très belles opérations. Comme elle a dit, sur le terrain, il y a des opérations qui sont déjà utiles. C'est le cas de l'étude Optima qui a été implémentée en RDC, dont on a déjà les résultats, et d'autres études qui sont aussi en cours sur le terrain. Et vous savez, les décès pédiatriques dans le monde sont causés à environ de moitié par les causes liées à la malnutrition. Et en Afrique subsaharienne, ces décès sont au nombre de, si je peux le dire en moyenne, 79 décès pour 1000 enfants de moins de 5 ans. Ça veut dire qu'un enfant sur 13 n'atteint pas son 5e anniversaire. Et environ 50% est lié vraiment à la malnutrition. Alors, le travail que nous faisons avec le docteur Suzanne, c'est arriver à promouvoir un protocole simplifié, n'est-ce pas, qui va permettre de réduire considérablement la mortalité et la morbidité liées à la malnutrition. Et là, ce protocole, si on arrive à atteindre les résultats escomptés, ça va augmenter la couverture de prise en charge de ces enfants malnutris. Ça permettra en ce moment de faire les détections précoces, n'est-ce pas, des cas de malnutrition, de soigner rapidement les enfants et de façon simplifiée. Et là, on aura évité, n'est-ce pas, des milliers de vies jeunes perdues durant toutes ces années-là. Donc c'est ce que nous faisons sur le terrain et on a foi à ça, on le fait vraiment avec le cœur. Merci beaucoup, merci à vous. Professeur Yasmine Panin, on voit l'impact que peut avoir la recherche. Un mot pour conclure cette séquence? Oui, je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'impact de recherche. On a parlé pour prévenir et pour mieux soigner pendant les pandémies. Suzanne l'a dit, pour aussi, dans la vie de tous les jours, essayer de mieux traiter, prévenir des problèmes très importants qui sont par exemple la malnutrition qui a été évoquée. Donc l'importance de la recherche et l'importance de modèles. Un modèle qui travaille avec des institutions de recherche d'une part, avec les ONG nationales de l'autre part, et avec la communauté en particulier. Et je pense qu'il est très important pour nous tous de soutenir, et surtout vous, de soutenir ce modèle dans le cadre de recherche. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Je vous libère. Et nous allons parler à présent de cet impact global qui est toute la construction d'Halima. Ça dit combien vos dons sont importants, ça dit combien c'est important sur le terrain. Je voudrais qu'on accueille justement pour poursuivre la discussion ensemble Anne-Marie Idrac, ancienne ministre, ancienne présidente de la RATP et de la SNCF, présidente de l'association France Logistique. Elle fait partie du comité de campagne Halima Europe depuis 4 ans maintenant, avec un formidable engagement. Et elle a une annonce exclusive à faire ce soir. Et nous allons également accueillir Thierry Déot, qui est fondateur, président général de Meridiam, un des généraux soutiens du développement d'Halima. Bonsoir à tous les deux, merci d'être avec nous sur ce plateau. Une première question pour vous, Madame Idrac. Comment est-ce que vous avez découvert Halima et comment est-ce que vous vous y êtes impliquée? Moi, ce que je trouve intéressant dans la vie, bonsoir à tous, c'est de faire bouger les choses.
Et j'ai trouvé que là, la manière de faire bouger les choses, c'est-à-dire à la fois le court terme, l'urgence, et puis le long terme, la recherche, la transmission des connaissances, c'était exactement la manière dont mon expérience ont réussi à faire bouger les choses. Et cette proximité, cette capacité à faire travailler ensemble le local, dans une relation pas du tout paternaliste, ça a été dit tout à l'heure, avec les personnels de terrain qui font. J'ai trouvé ça vraiment extrêmement motivant, et je me suis dit que par rapport à bien des entreprises dans lesquelles je suis engagée, celle-là avait quel plus beau but, soigner, faire vivre avec ces valeurs-là. Et je trouve que vraiment ça vaut le coup de donner. Et je vois que le compteur continue à augmenter, et je m'en réjouis. Merci. Et vous avez une annonce à nous faire ce soir? Oh, une annonce, oui, on pourrait la partager avec Thierry, parce que nous avons considéré que Alima est arrivé maintenant à un stade de maturité assez important pour lui permettre d'essaimer, de partager, de proposer ses valeurs, ses concepts, c'est des éléments de son modèle. Et donc, nous sommes très heureux d'avoir pu constituer la semaine dernière, avec entre autres Thierry Déo, le premier comité exécutif de la Fondation Alima. Ils m'ont élue présidente. Nous remercions la Fondation de France de nous accueillir, puisque ça permettra, avec des facilités particulières attachées à ce côté abrité sous la Fondation de France, eh bien, d'avoir encore davantage d'influence et davantage de dissémination positive de cette proximité, de ce lien avec la recherche et de cette transmission des connaissances. Merci à vous. Thierry Déo, vous êtes un donateur engagé, vous donnez du temps, vous donnez des moyens. Alors, pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix? Et dites-nous si, à votre avis, cette fondation, c'est le signe d'une maturité, d'une association qui a fait ses preuves. Bonsoir à tous. D'abord, à l'image, j'ai été séduit parce qu'on parle de santé publique et d'accès à la santé publique. Et pour moi, c'est très important, et c'est même fondamental pour nos sociétés et pour l'Afrique en particulier. Et puis, ce qui m'a aussi séduit chez Alima, c'est cette professionnalisation du métier. C'est très rare, et cette professionnalisation et le fait qu'Alima se projette dans la durée. Donc professionnalisation avec la recherche, avec la formation des bénévoles et des humanitaires, mais la durée, cet engagement dans la durée est fondamental. Pourquoi ? Parce que pour moi, la santé, on en parlait un peu tout à l'heure, est le socle de la résilience du développement de l'Afrique. Il n'y aura pas de développement de l'Afrique sans la santé. Et Alima est une pierre angulaire fondamentale pour ce développement de la santé et de l'Afrique. Et la Fondation vient compléter cette action en développant l'écosystème autour d'Alima pour lui donner plus de moyens et finalement d'avoir un effet structurel plus important. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Je vous libère. Je vous laisse rejoindre notre petit comité parisien réuni ici ce soir. Nous arrivons au bout de ce rendez-vous, et je vais demander à Augustin de bien vouloir me rejoindre sur scène. Et pendant qu'il marche vers moi, je vais prendre le temps de dire que c'est un plaisir pour moi de vous accompagner ce soir. Augustin, je vais vous céder la parole. Merci beaucoup, Hélé. C'était pas facile de tenir le timing. Il paraît qu'il faut qu'on finisse à l'heure, parce qu'avant 20h, paraît-il. Il me semble qu'il se passe quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce soir. Je vais demander à Serge de me rejoindre sur le plateau, et on va faire un petit point sur les dons. Avec Pierre à Boston, si tu peux nous dire où nous en sommes. D'après ce que je vois depuis l'intervention de Tidjane tout à l'heure, on a eu 141 000 euros de dons supplémentaires qui vont évidemment être doublés par la participation des comités. Donc félicitations, très bonne nouvelle. Merci à tous, c'est une bonne nouvelle. On a encore des besoins, donc continuez, mais merci, et encore merci au comité. Serge, tu veux ajouter un mot? Quelle belle soirée, hein, je dirais. Moi, j'ai une pensée d'abord émue pour les équipes d'Alima. J'ai une pensée aussi pour les enfants, les femmes et les hommes qui vont pouvoir bénéficier de ce parcours de soins
décent et respectueux que j'ai évoqué dans mon introduction. Et puis, voilà, le trésorier Frédéric Lemoine nous avait annoncé un objectif d'1 million d'euros sur les 3 mois qui venaient. On a fait une belle partie du chemin. Merci pour votre générosité et merci pour celle que vous nous démontrerez encore dans les mois suivants. Merci Serge. On a vu beaucoup de choses ce soir. On a essayé de vous présenter un panorama assez large de ce qu'on fait. Malgré tout, ça reste seulement une petite partie de ce que font les 2000 salariés d'Alima au quotidien. Ils travaillent dans les zones les plus dangereuses, les plus difficiles d'accès. Il faut négocier les accès, il faut amener le matériel, il y a des contraintes phénoménales, il faut gérer des grosses équipes, il ne faut pas faire de fautes médicales. Ils le font tous les jours. On a essayé de vous montrer ça. C'est vrai qu'il y a une difficulté pour ces équipes, c'est qu'elles ont un savoir-faire qui est assez unique, finalement, qui nécessite énormément de compétences, de personnes, de support et d'engagement de leur part, de courage, et que malheureusement, parce que les conflits perdurent pour la première fois depuis la création de l'indice qui dit comment va le continent africain cette année, on s'est rendu compte que globalement la gouvernance va moins bien, que la sécurité depuis 10 ans diminue. Le réchauffement climatique est une réalité avec des conflits qui en naissent aujourd'hui sur le continent africain, ceux qui ont moins ennemis, mais qui subissent le plus les conséquences. Il y a une baisse des rendements agricoles, une réduction des ressources hydriques. Et tout ça, ça dit qu'on a de plus en plus de besoins sur le terrain. Tous les jours, les équipes sont confrontées à des choix terribles. Est-ce qu'il faut faire mieux ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'il faut aller aider les gens qui, à 5 km, eux, n'ont pas la chance d'avoir Alima? Est-ce qu'on peut mettre en œuvre ce nouveau projet de recherche? On a une liste de 40 projets qu'on aimerait pouvoir développer. Et ce qui nous manque, c'est cette capacité de préparer l'avenir. C'est ce qu'on peut faire grâce à vos dons. On a eu... cette histoire est née il y a 11 ans avec une poignée de personnes. Aujourd'hui, c'est une force collective. C'est un modèle démontré. De cette poignée a été rejoint par une légion de cadres, de salariés sur les terrains de plus de 20 pays aujourd'hui, qui font un travail phénoménal, je le redis, parce que c'est rare de voir des gens qui pourraient faire plein d'autres choses, travailler pour les Nations Unies, les ministères de la Santé, aller en Occident, ils restent sur le terrain soigner tous les jours. Ce modèle, c'était une innovation à la marge du système. Avec votre aide, on va en faire le modèle qui change le système pour que l'aide soit plus efficace et plus proche de tous sur le terrain. Vos dons, votre générosité qui sont grandes ce soir, elles nous obligent. Et c'est bien, on a un devoir vis-à-vis de vous de transparence et on vous rendra des comptes. Et puis elles nous obligent à continuer parce que les besoins sont là. Et quand on dira ce soir ou demain à toutes les équipes sur le terrain qu'il y avait des centaines de personnes sur plusieurs continents auxquelles on a présenté ce qu'ils faisaient et qu'elles ont soutenu à ce point leur effort grâce à votre générosité, eh ben je pense que ça leur fera très plaisir et ils sauront qu'ils peuvent et qu'ils doivent continuer et ils le feront. Voilà, donc merci beaucoup. Je vais appeler tous les gens qui étaient présents. On va remettre le masque, qui ont présenté. On a nos collègues à Seattle, à New York, à Dakar, au Malawi, au Congo. Et pour finir, on ne voulait pas vous quitter comme ça, donc on a quand même la chance d'avoir Awali, qui nous avait aussi accompagné l'année dernière au Palais de Tokyo, qui est une grande musicienne qu'on aime beaucoup chez Alima, et ceux qui la connaissent l'adorent aussi. Et donc on va prendre un petit temps de concert avant de re-rentrer dans la vie et les contraintes des uns et des autres autour du Covid. Merci d'avoir été là, merci à tous pour votre générosité, et j'espère à l'année prochaine. Au revoir. Sleep safe and sound. The world is a better place. No need to worry. The world is a greater place. Sleep safe and sound. Your neighbors are out of town. They've been taken down. As you ask so many times, are you satisfied? Are you satisfied? Are you satisfied? Are you satisfied?
sound. The worst not yet to come. Le meilleur est devant toi. Bien assez payé pour ça. Sweet seven sound. Your life's under control. No need to hurry. Not even about your soul. Are you satisfied? Are you satisfied? Are you satisfied? Are you satisfied? Sweet dreams in your fixed slumber, in your pretty bunker, no claim, no found. Once you push the button down, do rêve in your fixed slumber, dans ton joli bunker, no claim, no found. Once you push the button down, sleep safe and sound. No more bugs and grass on the ground. No more trees losing their leaves. All the rivers are dry. Sleep safe and sound. You're among people like you qui pensent, mangent, prient, font l'amour de la même façon qu'elle ennuie. Are you satisfied? 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 Sweet dreams in your fixed slumber, dans ton joli bunker, no claim, no found. Once you push the button down, tout rêve in your fixed slumber, dans ton pretty bunker, no claim, no found. Once you push the button down, once you push the button down, down. Don't you push the button down. Don't push the button down. Don't push the button down, down, down. Don't you push it down. Oh no. Don't you push it down. Don't push the button down, down. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah. Merci infiniment. Pendant que Brahim accorde sa guitare, Brahim One, je voulais remercier du fond du cœur Halima de m'avoir voulu à nouveau à ses côtés. L'année dernière, on était ensemble au Palais de Tokyo et je suis très très heureuse et très honorée de pouvoir, à mon humble manière, vous accompagner et je vous remercie du travail, de l'excellent travail que vous faites depuis. On a beaucoup d'amis en commun et je salue tout le monde, Tidiane, Aïcha, à Dakar, etc. Are you ready, maestro? Ok, la prochaine chanson s'appelle Now or Never et c'est une requête qu'on a eue de la part d'Halima directement. Et j'espère que justement elle fera cette requête monter encore la récolte de... What did you learn after all the river you turned? Is your story over now? Are you finally happy now? What did you say after all the places you've been? Is your story over now? Are you finally happy now? What did you feel once you fulfilled your dream? Is the chase over now? Are you finally happy now?
Look at yourself and you think you wanna change, but you think you still got time, that you don't have to start now. What did you do for tomorrow and to be gone? Today's all we've got. Oh, now is all we have. What did they say after all the words they yelled? Is the truth out now? Just because they were so loud. Sure, you can tell who deserves to go to hell. Are you sure you're not there now? Can you make the difference? How? What if you tried to really live before you die? Oh, today is all we've got. Now it's now or never somehow. Now or never somehow. It's a now or never, now it's a now or never. Somehow, somehow. Now it's a now or never, now it's a now or never. Now it's a now or never, now it's a now or never, now it's a now or never. Now it's a now. Now it's a now or never. 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 Merci beaucoup. Merci infiniment. Non ? Non, je voulais juste à nouveau remercier tout le monde. On a dépassé les 500 000 € de levée de fonds. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Je voulais remercier à nouveau Awa et son guitariste, les équipes Alima qui ont organisé cette émission, Hélène, Audrey, Juliette, Louisa et Guillaume, et puis tous les partenaires techniques, les équipes de Résonance, et Thierry Pistre qui a trouvé l'endroit, Obo et Nibas. Évidemment, tous les invités et les 3 comités de soutien qui, vous l'avez compris, ont été particulièrement généreux. Merci à tous, à l'année prochaine, avec Awa, quoi qu'il arrive. Jamais 203. Cette chanson est une invitation. Come away with me, come away with us, come away with Alima to make a better world, a better place. I gotta go there where hope is rising. I wanna know if you feel like coming there with me, where these eyes are free, free to be what they wanna be. I gotta go there where love is fighting against all seeds of pain and hatred. There were thirst for justice and trust, faith in light I pledged first. Oh, let's run, run, run for a better world. Come away with me. We've chosen once to heal the world. Come away with me. Oh. Let's run, run, run for a better world. Come away with me. Hey. We've chosen
wants to heal the world. You know what? You know that when we all come together, our spirits rise higher, faster, stronger. Time is up, no one can stop this faith of love carrying us further. Let's run, run, run for a better world. Come away with me. We're the chosen ones to heal the world. Just come away with me. Let's run for a better world. Come away with me. We're the chosen ones to heal the world. We tried everything except to go beyond our distances, to make them our own, to unite our differences. Come away with me. Let's run for a better world. Come away with me. We're chosen ones to heal the world. Come away with me. Let's run for a better world. Come away with me. We're the chosen ones to heal the world. Just come away with me. Come away with us. Just come away with Alima. Come away with Alima. Come away with me. Let's run for a better world. Come away with me. Come away with me. Let's run, run, run for a better world. Come away with me. We're the chosen ones to heal the world. Come away with me. Let's run, run, run for a better world. Come away with me. We're the chosen ones to heal the world. We know that when we all come together, our spirits rise higher, faster, stronger. Time is up, no one can stop this wave of love carrying us further. Let's run, run, run for a better world. Come away with me. We're the chosen ones to heal the world. Come away with me. Let's run, run, run for a better world. Come away with me. We're the chosen ones to heal the world. We tried everything except to go beyond our distances, to make them our own, to unite our differences.